Le gouvernement ivoirien a procédé à la remise des chèques des unités opérationnelles d'exécution du programme d'urgence agricole. Ces fonds devraient servir à soutenir le secteur agricole dans sa globalité. Les petites et moyennes entreprises de Côte d'Ivoire sont également soutenues en cette période de crise sanitaire. À ce propos, nos reporters ont assisté au démarrage du dispositif d'accompagnement des PME. Nous y reviendrons dans ce journal. Merci de nous rejoindre pour le journal. Bienvenue à toutes et à tous. La crise sanitaire a négativement affecté certains secteurs d'activité et pour soutenir les différents acteurs de ces filières, l'État de Côte d'Ivoire a dégagé certains fonds. À cet effet, la filière agricole a bénéficié d'un montant de 150,8 milliards de francs CFA. Les unités opérationnelles d'exécution du programme d'urgence agricole ont récemment reçu leur chèque de soutien économique. Le compte rendu avec Daniel Kodjo et Richard Akeke. Sur un montant initial de 150,8 milliards de francs CFA, ce sont au total des chèques d'environ 120 milliards qui ont été remis aux unités opérationnelles d'exécution du programme d'urgence agricole. La réception des chèques est une bouffée d'oxygène pour les récipiendaires. L'occasion a été saisie par le Premier ministre par intérim Ahmed Bakayoko pour inviter les récipiendaires à utiliser ces fonds à bon escient pour la relance économique du secteur agricole ivoirien. La lutte contre la pandémie à coronavirus doit être collective et chacun à son niveau de responsabilité doit y prendre sa place. Cette remise officielle de chèques aux opérationnels d'exécution demande que le gouvernement joue pleinement sa partition et traduit sa volonté de garantir le bien-être de l'ensemble des producteurs et consommateurs. Il appartient désormais aux unités opérationnelles d'exécution de mettre en œuvre le programme d'urgence agricole, et cela en toute transparence. Le programme d'urgence agricole est un volet de plan de soutien économique, social et humanitaire évalué à 1700 milliards de francs CFA. Il a été mis en place par le gouvernement ivoirien pour la riposte au coronavirus. Restons toujours dans le cadre du soutien économique de l'État de Côte d'Ivoire. Ce mardi, la CGECI, Confédération Générale des Entreprises de Côte d'Ivoire, a procédé au démarrage du dispositif d'accompagnement des PME. C'était au siège du MPME à Marcory, zone 4. Le reportage de Florentine Dia, Richard Akeke, commenté par Walter Kofi. 150 milliards de francs CFA, dont 40 milliards décaissés, c'est le fonds d'assistance octroyé aux PME par le gouvernement ivoirien. Les critères d'éligibilité à ce fonds requièrent une formation préalable. C'est dans ce cadre que le directeur exécutif de la CGECI a procédé au démarrage des dispositifs adéquats pour les bénéficiaires de ce fonds. Écoutez, nous sommes là ce matin au siège du mouvement des petites et moyennes entreprises, qui est l'organisation pratiquement représentative des PME la plus ancienne et qui se trouve être membre de la Confédération Générale des Entreprises de Côte d'Ivoire. Donc face à la difficulté qu'éprouvent les PME déjà liées au Covid, auxquels sont venus s'ajouter des défis à relever pour bénéficier des fonds que l'État a mis en place, nous nous sommes rendus compte que seules, livrées à elles-mêmes, dans cette période-là, les PME n'allaient peut-être pas pouvoir toutes monter un dossier pour bénéficier des fonds. Donc, il était normal que la CGECI, ayant pensé à mettre un dispositif d'accompagnement des PME, nous venions au sein même de l'association qui représente les PME de la CGECI. Et donc, nous sommes venus ici pour mettre en place un dispositif. Dans un premier temps, nous espérons pouvoir accompagner au moins 50 entreprises membres des MPME, les aider à monter leur dossier pour qu'elles bénéficient du fonds Covid PME. Joseph Amissa, président du mouvement PME, a fait l'état des lieux de ces structures durement frappées par la pandémie de la Covid-19. Il a lancé un appel aux opérateurs économiques les invitant à adhérer massivement aux dispositifs mis en place par la CGECI. Avec ces accompagnements que l'État met à notre disposition, nous n'avons pas le droit de tomber, nous n'avons pas le droit de rester couchés. Nous devons nous lever et nous devons nous battre, comme nous avons eu l'habitude de le faire. Voilà. Alors donc, à tous les membres du MPME, et même au-delà, à tous les opérateurs économiques, je ne suis rien, je suis que président du MPME, mais je dis que
que ma voix vous aide à vous relever et que le Seigneur nous aide tous à tenir bon. Parce que notre avenir ne s'arrête pas aujourd'hui, il est toujours devant nous. La Covid-19 a touché durement le secteur des petites et moyennes entreprises. Afin de contrer l'impact de la pandémie sur ce secteur, le gouvernement ivoirien a mis en place un fonds pour la relance des activités. Dans la région de la Nawa, précisément à Soubri, les acteurs du secteur touristique ont été sensibilisés au respect des mesures barrières afin de freiner la propagation de la Covid-19 dans la boucle du cacao. L'initiative est de la direction régionale du tourisme et des loisirs en collaboration avec la direction départementale. Le compte-rendu de Abel Kouao, commentaire par Pierre Tebeu. À Soubré, l'ensemble des acteurs du tourisme et des loisirs ont répondu présents à cette séance d'information et de sensibilisation de leur direction régionale et départementale. La directrice régionale du tourisme et des loisirs, Kofi Suzanne, a d'abord abordé le sujet des mesures barrières en invitant ses opérateurs à respecter scrupuleusement ces mesures pour éviter le reconfinement de leur ville. La serviette jetable à usage unique et personnel a été présentée comme une solution à protection des clients dans les hôtels, restaurants et maquis. En ce qui concerne l'aide économique aux promoteurs des activités touristiques, Kofi Suzanne a rappelé l'importance de la mise en conformité vis-à-vis de l'État tout en montrant le processus. Aussi, a-t-elle invité ses opérateurs à s'inscrire sur les différentes plateformes de fonds de soutien mises en place par le gouvernement pour venir en aide aux PME formelles et informelles. Nous avons eu aujourd'hui à nos côtés l'agence Emploi Jeunes, cette agence qui est aujourd'hui le gestionnaire du fonds d'appui aux acteurs du secteur informel. Et comme nous savons que dans notre zone, plusieurs de nos opérateurs sont encore dans l'informel, ils ont eu la voie qu'il fallait pour leur donner toutes les informations en ce qui concerne le FASI. Les acteurs touristiques de la Nawa saluent l'initiative. Pour eux, cette rencontre d'information et de sensibilisation est la bienvenue. Nous venons d'être vraiment émerveillés par une conférence très enrichissante avec l'appui de notre directrice régionale. En tout cas, on a été tous bien instruits ce matin, les opérateurs y compris, et cela ne fait que nous réconforter dans notre élan pour mener à bien les activités touristiques dans la région de la Nawa. La reprise des activités touristiques et de loisirs dans la région de la Nawa fait suite au discours du président de la République de Côte d'Ivoire relatif à l'allègement des mesures restrictives face à la Covid-19 de l'intérieur du pays prononcé le 7 mai dernier. Malgré cette reprise des activités, force est de constater que les acteurs peinent à retrouver leur rythme d'avant Covid. Rendons-nous à présent à Bouna, dans la région du Boukani, où une crise avait secoué les acteurs du secteur du transport. Cette crise a opposé les transporteurs de Bouna à leurs collègues de Bondoukou concernant l'exploitation de la ligne de Doropo. Eh bien, l'affaire a connu le week-end dernier un dénouement heureux grâce à la directrice régionale des transports. Le point avec Anissé Kouadio. Depuis quelques semaines, Madame la directrice régionale des transports du Gomtogo est régulièrement saisie par des transporteurs de sa localité au sujet d'entraves qu'ils rencontrent de la part de leurs homologues de Bouna lorsqu'ils doivent rallier la ville de Doropo. Les transporteurs de Bouna obligent ceux de Bondoukou à décharger les passagers de Doropo à Bouna pour que ceux-ci puissent eux-mêmes les conduire à destination. Les transporteurs de Bondoukou ont donc décidé, en représailles, d'interdire la traversée de la ville de Bondoukou aux véhicules à destination et en provenance de Bouna. Madame la directrice, après les avoir convaincus de surseoir à leurs représailles, a entamé une série de consultations pour un dénouement pacifique et heureux du litige. Elle a ainsi saisi monsieur le directeur départemental des transports de Bouna ainsi que le président du Haut Conseil des transporteurs. Ensemble, ils ont parlé aux parties et avec l'accord des préfets des deux régions, Madame la directrice régionale a organisé cette rencontre de conciliation qui est l'aboutissement d'une longue diplomatie souterraine. On sait tous que c'est des situations qui entraînent souvent à la bagarre et puis qui entraînent le désordre. C'est pas le moment de tomber dans ces dérives-là. Donc il
est vraiment opportun qu'on prenne le à bras le corps pour dissiper les inquiétudes des uns et des autres et repartir sur une nouvelle plateforme. Désormais, les transporteurs de Bouna ayant une carte de transport les autorise à exploiter la ligne de Doropo pour rallier cette ville. Et comme pour joindre l'acte à la parole, un document de reconnaissance a été signé par les différentes parties, notamment le Haut Conseil des transporteurs de Bouna et ceux de Bondoukou. Et pour certifier ce document, la signature de Madame, la directrice régionale des transports, s'imposait. Au finish, tout le monde ressort heureux de cette rencontre. Tout est bien fini. Nous avons reçu les documents. Chacun doit respecter ce qui a été dit. Ce qui est sûr, nous sommes une famille, il n'y a pas de problème. On a trouvé une solution. Je crois qu'il n'y a pas de problème encore. Déjà, on a trouvé une solution. Ça rend tout le monde. Ça rend tout le monde. Ça rend tout le monde. Ça rend les gens de Bondoukou comme les gens de Bouna. Pour Sako Flora, directrice régionale des transports du Gondtogo, la mission du ministère des Transports, avec à sa tête M. Amadou Kone, c'est de faire du secteur des transports en Côte d'Ivoire une plaque tournante de l'économie ivoirienne et non un champ de bataille pour endeuiller de nombreuses familles. Il est question que tous les acteurs se donnent la main pour regarder dans la même direction, celle d'un avenir radieux pour les acteurs du transport en Côte d'Ivoire. Le réseau ivoirien pour la promotion de l'éducation pour tous, RIP-EPT, a organisé à Yamoussoukro ce mardi 15 juin un atelier d'appropriation des principes d'Abidjan, suivi de la pré-revue des acteurs de la société civile du secteur éducation et formation. Cette rencontre a pour objectif de permettre aux différentes organisations de la société civile de s'approprier les principes d'Abidjan et de faire le bilan de la mise en œuvre en 2019 du PSE 2016-2025. Le réseau ivoirien pour la promotion de l'éducation pour tous, RIP-EPT, et ses membres de la société civile actifs dans le secteur éducation-formation se donnent 4 jours de retraite à Yamoussoukro pour réfléchir sur une éducation de qualité. Leur boussole, les principes d'Abidjan pour lesquels ils sont réunis pour l'appropriation. Depuis 4 ans, la Côte d'Ivoire met en œuvre son plan sectoriel éducation PSE 2016-2025, dont l'ambition est de mettre à la disposition du pays des ressources humaines de qualité et productives à travers une éducation de qualité, équitable et qui est en adéquation avec les besoins du marché d'emploi. Cette ambition n'aura de chance d'aboutir qu'aux conditions d'une implication de tous les acteurs de l'éducation, la formation et des acteurs de la société civile, ainsi que la mise en place d'un mécanisme efficace de suivi et évaluation. Les États doivent pouvoir mettre à la disposition de la population des écoles, j'allais dire, qui sont qualitatives. Les États ont l'obligation de fournir un financement adéquat pour l'éducation. Les États ont l'obligation également de réglementer l'implication du privé dans l'éducation. Parce qu'on a constaté qu'il y a une ampleur de la privatisation de l'éducation, alors que l'éducation, c'est un service public qui relève du devoir de l'État. 4 jours durant, la rencontre de Yamoussoukro sera ponctuée par des communications suivies d'échanges et des travaux de groupe. Les participants attendent beaucoup de cet atelier. Nous le savons tous et les chiffres l'attestent, l'analphabétisme frappe plus les femmes. En outre, au niveau de l'éducation nationale, quand les enfants sont en situation d'apprentissage, les filles sont celles-là qui ont le plus de difficultés. D'abord, difficulté à aller à l'école parce qu'elles doivent aider à la maison. Quand elles sont à l'école, difficulté d'abus sexuels. Il y a aussi le fait que lorsqu'elles sont en période de menstrue, il n'y a pas de disposition pour qu'elles assurent une certaine intimité pour elles. Vous voyez qu'il y a beaucoup de difficultés pour la femme à accéder à l'éducation, mais également à se maintenir et à apprendre comme tout le monde. J'ajoute à tout ce que je viens de dire les mariages précoces, les mariages forcés. Donc, il faut que les femmes soient en première ligne de la promotion de l'éducation nationale. L'adoption de l'éducation obligatoire pour tous depuis 2015 est donc une mesure salutaire. L'école inclusive devrait permettre à tous les enfants, quelle que soit donc leur situation de handicap, mais aussi de vulnérabilité, d'avoir accès à une éducation de qualité. Qu'est-ce qu'il faut? Il faut donc sensibiliser les parents dont les enfants sont en situation de handicap que aller à l'école
est aussi leur droit. L'atelier d'appropriation des principes d'Abidjan, suivi de la pré-revue des acteurs de la société civile du secteur éducation et formation, prendra fin ce vendredi par la validation des différents projets de rapport et communication. Et c'est un reportage signé Charles Kwaku et Daniel Kodo. Le gouvernement du Kenya a décidé de réduire de 26% le financement des universités publiques, soit une coupe de 400 millions de dollars. L'allocation budgétaire actuelle se situe de 1,13 milliard de dollars contre 1,53 milliard de dollars prévus. La décision s'applique pour le prochain exercice qui commence le 1er juillet. Elle a été motivée par la crise de la Covid-19 qui a baissé la collecte des recettes et ralenti l'activité économique dans le pays et dans la sous-région. Ainsi se referme ce journal préparé par l'ensemble de la rédaction. Merci de l'avoir suivi. Surtout, continuons de respecter les mesures barrières afin d'éviter la propagation de la Covid-19. Très belle suite de programme. Au revoir.